Bonjour. Avant de commencer, on va se présenter individuellement d'abord. Je suis Cédric Arnoaka, j'ai 19 ans et je suis en première année de droit anglo-américain à Cergy. Je suis Mehdi, j'ai 15 ans et je suis au lycée François Mansart à La Varenne en seconde. Bonjour, je suis Chad Bouzemi, je suis en seconde et j'ai 15 ans. Bonjour, je suis Cécile Macodila, en deuxième année d'études visuelles, multimédia et art numérique, et j'ai 19 ans. On est chacun des membres du groupe La Jeunesse sans filtre qui est affilié à l'association IROO dont Louboussou est le président. Et nous sommes là aujourd'hui parce que ce groupe-là, il a plusieurs objectifs, pas forcément tous politiques. Des fois, on aide des associations en leur donnant la nourriture et en l'occurrence, cette fois, on voulait démocratiser et généraliser l'accès à la politique pour tout le monde, parce qu'on se dit que des fois ça peut paraître éloigné ou difficile à comprendre. Et sachant qu'aucun de nous n'est un professionnel en politique, le fait que nous on puisse se poser ces questions-là, ça peut peut-être motiver d'autres personnes, pas que des jeunes, à s'impliquer, à faire plus de recherches ou à voter de manière éclairée. Et maintenant qu'on s'est présenté, on va vous demander de vous présenter très brièvement, vous aussi. Alors, moi je m'appelle Laurent Jeanne, je suis élu de Champigny, je suis conseiller municipal depuis 12 ans dans l'opposition, je préside le groupe de l'opposition municipale et je suis conseiller régional d'Île-de-France en charge des questions de rénovation urbaine. Ça c'est le volet élu, mais je suis aussi cadre dans une entreprise depuis une vingtaine d'années dans la même société, une entreprise qui fait travailler 3500 personnes en France. Et ma première fonction, c'est effectivement d'avoir cette activité professionnelle. La politique, au fond, c'est pas quelque chose de professionnel. Pour moi, c'est avant tout un engagement pour ma ville. Parce que je suis né à Champigny, je suis père de 2 enfants, et c'est ça mon engagement. C'est mon engagement pour la ville. Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours et nous dire pourquoi vous vous présentez aux élections municipales? Oui, avec plaisir. Alors, mon parcours, il est assez simple. C'est celui d'un jeune de banlieue, puisque je suis né rue de la Plage, à Champigny, et que j'ai grandi toute ma vie à Champigny. J'ai fait mes études à l'université de Créteil et à l'université de la Sorbonne, plus un module à Subdeco Paris. Et j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans ma commune. Et c'est ça qui m'a poussé à m'engager. Non pas par rapport à un parti politique, puisque je n'ai pas adhéré à un parti politique quand je suis intéressé à la vie de la cité, mais tout simplement par rapport à ma ville et par rapport à ce que je voyais qui ne me convenait pas. Il y avait des choses que je trouvais qui n'avançaient pas dans le bon sens dans la commune, en termes d'aménagement, en termes de qualité de vie. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux. Et donc c'est ça qui a été mon moteur pour m'engager en politique. Alors je me suis engagé assez jeune, j'étais étudiant, je terminais mes études, j'avais 25 ans. Et puis après je me suis un peu retiré parce que il fallait avancer dans la vie professionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai pris des responsabilités de cadre dans une société. Et puis après j'ai eu des enfants et comme j'aime ma ville avant toute chose, j'ai voulu me réengager vers 35-36 ans pour faire en sorte que ma ville puisse changer. Donc c'est comme ça que je me suis présenté la première fois à l'élection municipale en 2008 avec le soutien d'un seul parti à ce moment-là. Puis en 2014, j'ai rassemblé plusieurs sensibilités politiques et là j'ai encore élargi dans le cadre de cette élection. Et c'est pour ça que je me présente, parce que je représente plusieurs sensibilités et au-delà de ça, je garde toujours ce qui est ma conviction première, c'est que faire de la politique, c'est plus une déclaration en soi, mais qui n'a pas forcément une consistance locale. Pour moi, c'est s'occuper véritablement de la vie de la cité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Faire de la politique, bien souvent, on a tendance à concevoir que c'est un terme un peu général et puis pas forcément bien connoté. Notamment parmi les jeunes, on dit il fait de la politique, c'est pas très bien vu. Non, c'est avant tout s'occuper des gens, et ça, c'est tout le sens de la noblesse de faire de la politique, c'est de consacrer du temps aux autres et à des causes qu'on souhaite faire avancer. Je trouve ça assez intéressant la manière du coup dont vous décrivez la politique, ce qui est assez singulier, si je peux me permettre. Et du coup, j'aimerais me demander si vous définiriez votre choix de vous engager politiquement comme une passion, si ce n'est pas une fonction, comme vous dites.
C'est très amusant, votre remarque, parce que la première fois que je me suis engagé en politique, et d'ailleurs j'ai encore ce mail-là en désignation, quand on envoie des mails sur ma boîte mail politique, à proprement parler, la liste, je l'avais appelée « La passion de Champigny ». Vous voyez, donc vous avez trouvé le bon concept. J'aime passionnément ma ville, et je le disais lors de notre dernière réunion publique jeudi soir, à la salle Tabanelli, je me suis engagé pour ma ville, parce que j'aime ma ville, et à force de m'engager sur le terrain, de rencontrer les Campinois dans les 10 quartiers de notre ville, et on a une diversité exceptionnelle à Champigny. On a une 60aine d'origines différentes, on a des quartiers qui sont différents, et de pouvoir refaire vivre ces quartiers-là ensemble, moi, c'est un peu mon moteur, et de voir cette diversité, cette richesse qu'on a dans cette commune, c'est ça qui me pousse à vouloir aller plus loin. Et au fond, quand je me suis engagé en politique, je me suis dit, je m'engage parce que j'aime ma ville. Aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais l'autre jour, je m'engage parce que j'aime ses habitants. Parce qu'il y a des choses intéressantes à faire ensemble. C'est ça qui est le plus important. Et donc, c'est cette passion-là des habitants, de mes concitoyens, de ce qu'on peut apporter, de faire ensemble, qui est le moteur de mon engagement. Okay. J'ai une autre question, parce que vous avez dit que vous avez rassemblé plusieurs sensibilités politiques. Est-ce que vous vous sentez appartenir à un parti quand même spécifique? Et si c'est le cas, comment vous le distingueriez des autres? Alors, je n'appartiens à aucun parti. Et d'ailleurs, je n'aime pas le terme. C'est un terme que j'ai jamais voulu employer, le terme d'appartenir à un parti. Je trouve que ce n'est pas valorisant, aussi bien pour le parti que pour la personne. On n'appartient pas à un parti. On est adhérent à des valeurs éventuellement. Ça a été mon cas, j'ai toujours été plutôt une fibre de centre droit, mais en tout état de cause, je ne me suis jamais senti appartenir à un parti politique. C'est pas ça la politique. En revanche, effectivement, je me reconnais bien dans des valeurs plutôt de centre droit, parce qu'il y a des valeurs d'humanisme, il y a des valeurs d'équilibre de la société, et tout en ayant aussi une approche qui n'est pas une espèce de conception collectiviste, comme on peut l'avoir actuellement à Champigny. Mais j'ai plusieurs sensibilités qui me soutiennent, un mouvement écologiste, une sensibilité de gauche dans les différents partis, la gauche moderne en l'occurrence, des mouvements centristes comme le MoDem, comme l'Alliance centriste, comme Agir, et puis, ou comme l'UDI, et puis des mouvements de droite comme les Républicains, ou comme Libre, qui est un mouvement d'idées qui a été engagé par Valérie Pécresse et dont je suis assez proche. D'accord. Et si vous vous présentez aux élections municipales, c'est donc que vous voulez être maire de Champigny. Donc, un maire sans étiquette. Donc vous pourrez nous expliquer l'étendue des responsabilités que vous aurez en tant que futur maire, si vous êtes élu. Alors les responsabilités, elles sont celles qui sont fixées par la loi. On a des responsabilités extrêmement importantes. La première des responsabilités, bien évidemment, c'est de gérer l'ensemble de la collectivité. On a près de 1700 employés municipaux, donc c'est une charge importante. Un budget aussi de 160 millions entre les 130 millions de fonctionnement et les 30 millions d'investissement. Et puis, être maire, au fond, c'est à la fois ces trois éléments qui doivent toujours conduire l'action en fonction des différentes responsabilités qu'on a, que ce soit sur la question de la sécurité, où aujourd'hui il n'y a pas de police municipale à Champigny, nous on pense que c'est absolument nécessaire, que ce soit en matière de développement économique, que ce soit en matière de culture ou de sport. Et ce qu'il faut dans chacun de ces domaines, c'est avoir 3 éléments. Un maire, ça doit être avant tout un visionnaire. Qu'est-ce que je veux de ma ville ? Comment j'organise l'espace? Quelle est la politique que je veux mener dans le domaine du sport? Parce que si je donne l'accès au sport à un enfant le plus jeune possible, peut-être qu'il pourra devenir un jour champion s'il le souhaite et s'il en a les capacités. Même chose dans le domaine de la culture. Donc c'est être visionnaire de comment on organise le cadre et comment on le fait évoluer au fond sur plusieurs années. Ensuite, c'est aussi gestionnaire. Parce que, je l'ai évoqué, on a 160 millions de budget, donc il faut gérer au quotidien l'argent, parce que l'argent en question, c'est celui de tout le monde, c'est celui de nos impôts, et donc c'est l'argent de l'ensemble de la collectivité. Et donc par rapport à ça, on se doit de le gérer au mieux, ce qui n'est pas fait actuellement, et ce que moi je souhaite améliorer profondément. Et puis après, c'est être aussi un maire
du quotidien, c'est-à-dire un maire qui reste toujours à l'écoute. Bien souvent, les maires, quelle que soit leur sensibilité politique, d'ailleurs ce n'est pas une question de parti, vous avez des maires qui sont très sur le terrain au moment des élections, et puis après, ils restent dans leur mairie à travailler, d'ailleurs. Hein, je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais ils travaillent leur dossier, mais ils perdent le contact avec la population. Et je pense qu'un bon maire, c'est quelqu'un qui reste en permanence au contact de la population. À Champigny, on a eu un maire qui était comme ça, il y a de nombreuses années. Moi, je ne l'ai pas connu, j'étais trop jeune, qui s'appelait Louis Talamoni. Encore une grande rue à Champigny qui s'appelle rue Louis Talamoni. Et je suis frappé de voir quand je fais du porte-à-porte, quand je rencontre des gens qui l'ont connu, ils m'en reparlent encore. Alors que ça fait maintenant 45 ans qu'il n'est plus maire à Champigny, qu'il est décédé, et les gens disent « Ah, c'était un maire formidable ». Parce que son étiquette politique, il avait ses convictions, mais il la mettait de côté, il s'occupait avant tout de la ville. Et c'est ça un bon maire, et moi c'est comme ça que je conçois la fonction de maire. J'ai remarqué que du coup vous avez fait pas mal de commentaires sur la politique actuelle, et du coup j'aimerais vous demander ce que vous en pensez et de la vision que vous avez actuelle de Champigny-sur-Marne. Justement de ce que vous pouvez y apporter et de ce que vous voyez maintenant en fait. Alors ce que j'y vois et ce que je souhaiterais y apporter. Alors ce que j'y vois, c'est que cette ville que je connais bien, puisque j'y suis né, d'ailleurs comme ma mère et comme mes enfants. Ma mère est née dans le quartier des Cités-Jardins, et moi je suis né dans le quartier du Maroc. Cette ville, je l'ai vue au fil du temps se dégrader. C'est-à-dire qu'on a eu un environnement qui globalement s'est abîmé, à la fois sur la qualité de l'urbanisme, sur la qualité de l'entretien, sur la qualité du service public rendu à la population dans différents domaines. Alors tout n'est pas négatif. Moi, je ne suis pas quelqu'un je suis l'opposant du maire aujourd'hui, c'est vrai, mais je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'opposition systématique. 80% des textes qui ont été proposés par le maire au cours de la dernière mandature, je les ai votés. Parce que moi, je ne suis pas contre quand on refait des rues, quand on refait une école, quand on améliore quelque chose. En revanche, on a des sujets de division, effectivement, que ce soit sur la gestion de nos finances, que ce soit sur la façon de concevoir l'urbanisme, que ce soit sur la façon d'accueillir des entreprises. On n'a jamais eu d'accueil d'entreprises à Champigny. Les entreprises il y en a très peu, puisqu'en réalité, on a le plus faible taux d'emploi de l'ensemble des communes de l'Est parisien, avec 0,5 emplois par actif. Alors toutes les villes autour ont beaucoup plus. Donc je trouve qu'il faut faire beaucoup plus dans ces domaines-là. Mais en tout état de cause, c'est ça le souhait, c'est véritablement d'agir sur ces domaines-là pour refaire venir des entreprises, pour que la jeunesse puisse trouver des emplois, pour qu'on ait une véritable capacité aussi à attirer un peu plus de moyens financiers sur la ville à travers ce que payent les entreprises. Et vous voyez, Ikea, qui est à Villiers-sur-Marne, au départ, devait s'installer à Champigny. Leur premier projet, c'était être à Champigny parce que c'était plus près de la sortie de l'autoroute. Mais comme on n'a pas su les accueillir, comme on n'a pas su faire le nécessaire, ils sont allés à Villiers. Au total, on perd 3 millions d'euros d'impôts tous les ans qui seraient venus dans les caisses de la ville pour pouvoir justement faire du service public, refaire des écoles. Là, on est dans le quartier du Bois-l'Abbé. L'école Solomon, c'est à peu près 25 millions d'euros si on veut la refaire. Mais pour faire une école, il faut de l'argent. Et si les entreprises ne nous apportent pas les contributions nécessaires parce qu'on n'a pas d'entreprise, parce qu'on n'a jamais été capable de développer l'activité économique, à ce moment-là, on ne peut pas faire une bonne qualité de service public. Je trouve ça assez intéressant, la vision que vous avez de comment rapporter de l'argent et du coup pouvoir faire de nouvelles activités et arranger les situations. Mais du coup, comme vous avez dit, vous êtes né au quartier du Maroc. Et du coup, j'ai une question pour vous justement par rapport aux quartiers qui peuvent être vus comme malfamés, même si je trouve que c'est vrai que c'est un terme assez fort. Est-ce que c'est la réponse que vous m'avez donnée qui constitue pour vous la solution pour redorer leur image ou est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, pour moi, il n'y a pas de quartier malfamé à Champigny. Je bannis totalement cette expression. Il y a des quartiers qui ont des difficultés, mais il n'y a aucun quartier malfamé. Moi, quand je vais me balader à Champigny, que ce soit le jour, la nuit, j'ai jamais eu de difficulté dans aucun quartier. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là, sinon je ne me présenterai pas à l'élection. Il y a des vrais problèmes d'insécurité. Si on propose une police municipale, il y a des sujets à régler, bien évidemment. Mais il y a aussi des richesses extraordinaires dans tous les quartiers. Et j'ai une responsabilité. Alors, à la ville, je suis l'opposant du maire, mais à la région, je fais partie de l'exécutif. Je fais partie de la majorité de la régionale, aux côtés de Valérie Pécresse. Eh bien, elle m'a donné une mission qui est de m'occuper des 102 quartiers qui sont en politique de la ville sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et là, j'ai le levier
est-ce que j'ai un budget pour pouvoir aider à la transformation de ces quartiers? Et les quartiers qui rencontrent des difficultés, mon job, en tant que monsieur cité au fond de la région, c'est de les transformer, c'est d'aider à faire en sorte que dans ces quartiers-là, ça aille mieux. Alors on a fixé des objectifs. On a dit, il faut améliorer, pas tout, parce qu'on n'a pas la compétence de tout améliorer. Le logement, par exemple, ça revient aux bailleurs sociaux avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine. En revanche, on a d'autres responsabilités qu'on souhaite complètement jouer. La première, c'est celle de ramener une offre de santé de qualité dans les quartiers qui sont en difficulté. Parce qu'on a un désert médical qui est important en Île-de-France. C'est le premier désert médical de France, c'est en Île-de-France. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on dit désert médical, on pense le fin fond de la Corrèze. Non, c'est en Île-de-France. Ensuite, améliorer la qualité des commerces, faire en sorte qu'il y ait de la vie de commerce. Sur le Bois-l'Abbé, il y en a encore un peu, ça fonctionne à peu près, mais ça pourrait aller beaucoup mieux que ça va aujourd'hui. Mais dans certaines zones qui sont en politique de la ville, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de commerce. Regardez les Mordacs, la difficulté qu'il y a sur le quartier des Mordacs, par exemple. Et puis, après, aider aussi à avoir des espaces du type de tiers-lieux pour faire venir toute une palette de services qui vont permettre de faire justement de l'accompagnement pour attirer de l'activité. Notamment aider des jeunes qui sont dans ces quartiers, qui ont souvent beaucoup de talent, qui sont capables de faire plein de choses, mais qui n'ont pas forcément les réseaux, qui n'ont pas forcément les connaissances, comment on met en place une entreprise, comment on peut lever des fonds. Et bien ça, c'est aussi le rôle de la région parce qu'on a une capacité à faire du développement économique pour créer des activités économiques dans ces quartiers. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et qu'on arrive à le valoriser au niveau de ces quartiers qui sont dans des difficultés assez fortes. C'est véritablement les accompagner pour transformer ces quartiers. Si on prend le cas du Bois-l'Abbé, un cas très intéressant puisqu'on arrive dans la deuxième phase de l'ANRU, eh bien on peut complètement transformer ce quartier en fonction de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on est capable de dire, voilà, on va peut-être casser quelques bâtiments, mais pour restructurer d'une façon différente, refaire une vraie ville au sein du quartier du Bois-l'Abbé. Une ville de 10 000, il y a 10 000 habitants sur le Bois-l'Abbé, 9 900 pour être précis. Il n'y a pas une ville de 10 000 habitants, il n'y a pas une place du village, il n'y a pas une organisation où les gens se retrouvent. Aujourd'hui, bon, il y a le Maille-Rodin avec un parking, c'est pas très bien fait. Il y a à retravailler tout ça pour faire en sorte que les gens se sentent bien dans le quartier. Et puis remettre aussi de l'activité avec les associations. Il y a une richesse d'associations sur ce quartier, comme sur beaucoup de quartiers de Champigny. Et ça aussi, c'est des acteurs importants pour aider à la transformation de ces quartiers. Il y a le bâti et puis il y a l'humain. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le moteur, c'est les habitants. Donc c'est l'humain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les habitants pour transformer les quartiers, les associer. Donc on a un véritable projet de transformation de ce quartier. Mais ce projet, je ne l'ai pas bâti tout seul dans mon coin. Je suis allé rencontrer en porte-à-porte avec un questionnaire très précis plus de 500 personnes qui m'ont répondu. J'en ai rencontré 1000, mais tout le monde n'a pas voulu répondre. Mais 500 m'ont répondu et m'ont dit ce qu'ils attendaient. Et à partir de là, on a construit notre projet. Un vrai projet de transformation du quartier avec des améliorations fortes, mais avec aussi le courage de dire, des fois, il faut casser un peu. Alors avec la crise du logement, c'est pas toujours évident de tenir ce discours-là. Mais moi, je crois qu'il faut un discours de sincérité. Il faut dire aux gens, voilà, on est prêt à casser là pour faire mieux et vous apporter un autre cadre de vie, tout en gardant la dimension sociale, parce qu'il n'est pas question d'enlever ce caractère-là. Vous parlez de social et de rebâtir les quartiers, mais est-ce que vous avez prévu des dispositifs pour permettre l'égalité des chances parmi les jeunes? Alors, là, on parlait du social par rapport au logement. Donc ça, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, quand on casse un bâtiment, on a l'obligation de faire ce qu'on appelle la reconstitution de l'offre, c'est-à-dire de proposer de nouveaux logements, éventuellement dans d'autres quartiers, voire maintenant, puisqu'on est dans le cadre d'une intercommunalité avec le territoire, de proposer aussi des changements, si les gens le souhaitent, pour aller dans une autre commune. Donc ça, c'est sur la question du bâti. Après, l'égalité des chances, oui, il la faut. Mais quel est le meilleur moyen pour donner l'égalité des chances qui, en fait, elle vient par l'école. Et quand elle vient par l'école, cette égalité des chances, il faut absolument que ça vienne dans le cadre d'un dispositif aussi de l'éducation nationale. Et là, aujourd'hui, on n'a pas toujours les dispositifs qui vont bien. Alors, il y a eu des améliorations. Là, par exemple, le dédoublement des classes de CP sont une bonne chose. Moi, je ne suis pas un représentant du président de la République actuelle, mais en tout cas de cause, quand il y a des choses qui vont bien, comme
la mairie, quand elle fait des bonnes choses, je suis capable de le dire, et bien là, la même chose pour le président de la République actuelle. Et donc, ça, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Après, ce qu'il faut, et au niveau de la responsabilité d'un maire, c'est déjà d'avoir des locaux qui soient bien adaptés. Quand vous voyez qu'on a 5 écoles qui sont dans un état vraiment très, très dégradé, il faut les refaire. Il faut qu'il y ait des bonnes conditions pour que les enfants puissent trouver les bonnes activités au sein de l'établissement. Et après, il y a tout un accompagnement qui peut être fait. Alors, il y a le rôle de l'éducation nationale, des enseignants, mais toutes les activités périscolaires, elles peuvent aider. Et là, dans le projet que nous avons, c'est notamment de faire en sorte qu'il y ait plus d'activités sportives, qu'il y ait plus d'activités culturelles qui soient proposées aux enfants dans les écoles, dès le plus jeune âge, de telle manière à ce qu'ils aient un autre accès à la culture. Et puis un soutien très fort. Aujourd'hui, il y a un soutien qui existe associatif. Ma fille participe à cela pour faire du soutien scolaire. C'est très bien, mais il faut l'aider encore, il faut mieux le structurer. Parce que l'égalité des chances, c'est bien souvent un mot. On l'a sur les écoles, ou on l'a sur le fronton des mairies. Liberté, égalité, fraternité. Mais l'égalité des chances, elle n'existe pas réellement dans notre société. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas la même chose quand on a des parents qui sont enseignants, qui maîtrisent tout le système éducatif français, qui ont tous les codes, et quand on est un enfant dont les parents viennent de s'installer en France et qu'on n'a pas la maîtrise de la langue, qu'on n'a pas forcément la connaissance du système éducatif français, on ne part pas avec la même égalité. Ceux qui disent ça mentent, ce n'est pas la vérité. Donc il faut aider celui qui a un peu moins pour l'aider à pouvoir décoller un peu plus vite que celui qui a déjà tout le bagage que peut lui apporter sa famille. Il faut véritablement qu'on apporte des soutiens. Et là, la mairie peut faire des choses. Elle peut être effectivement un des acteurs pour pouvoir le faire avec, bien évidemment, le cadre qui est celui de l'éducation nationale. Mais elle peut apporter tout un tas de solutions, que ce soit sur du soutien scolaire, que ce soit des activités culturelles. C'est des activités qui émancipent et qui donnent l'envie d'aller plus haut, plus fort. Et donc ça, moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. On ne l'a pas suffisamment fait ces dernières années dans notre ville. On entend bien et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qui a motivé le parallèle. C'est parce que justement, on n'a pas cette égalité des chances-là en fonction de l'endroit où on réside et en fonction justement de ça et de l'accès par exemple au métier que nos parents ont. On n'a pas ces mêmes chances à l'école également. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'était important de vous poser cette question-là. Mais maintenant, j'ai une autre question. On a parlé du coup à l'échelle scolaire. Mais comme vous voyez, nous, on est justement un groupe qui se pose des questions sur la politique. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous auriez aussi des dispositifs pour généraliser cet accès à la politique aussi des jeunes? Parce que c'est pas un mouvement, en tout cas venant de nous, qui a été motivé par exemple par quelque chose de scolaire ou par la communauté, mais simplement par nous-mêmes. Alors, bien évidemment, on a plusieurs propositions sur ce sujet. Une des premières propositions qu'on avait déjà formulée, alors elle n'est pas de circonstance par rapport à vous, puisqu'on l'avait déjà formulée lors de notre dernière campagne en 2014, qui est par exemple de mettre en place un conseil municipal des jeunes. On n'arrête pas de le demander depuis 6 ans à la mairie. Ils n'ont jamais rien fait sur ce sujet-là. Si on avait un conseil municipal des jeunes, bien évidemment, un certain nombre de jeunes pourraient tout à fait s'inscrire dans cette perspective-là. On pourrait au moins avoir un conseiller municipal jeune dans chacune des écoles de la ville. Eh bien ça, ce serait déjà un premier accès. Et après, il ne suffit pas d'en avoir un, il faut aussi faire vivre tout ça au sein de chaque établissement. Et il y a des dispositifs qui existent pour pouvoir effectivement avoir des projets participatifs au sein des écoles pour expliquer quelle est, au fond, la vie publique, la vie citoyenne. Je préfère parler de vie citoyenne à de vie politique. La vie politique, on parle souvent des partis, ce n'est pas forcément quelque chose de passionnant. En revanche, la vie citoyenne, oui, c'est totalement passionnant, parce que ça concerne le quotidien de chacun. Vous savez, on dit souvent, moi, j'entends parfois des gens qui me disent « Oui, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas ». Et ce que je leur dis, c'est que la politique, même si elle ne vous intéresse pas, elle va s'intéresser à vous, à votre quotidien. Elle va définir des choses dans votre vie. Si on vous change vos impôts, si on vous change une situation par rapport à une question de santé, par rapport à une question de logement, ça change votre vie. Donc, le politique a encore beaucoup de leviers au niveau local. Moi, on m'a proposé à déjà 2 reprises de me présenter à des élections nationales, que ce soit pour être député ou pour être sénateur. J'ai toujours refusé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mandats locaux, la région, la ville, parce que là, on est très actif et on peut changer clairement le quotidien de façon nette. Les gens le voient rapidement. Quand on dit on va refaire un quartier, alors ça prend quelques années, ça ne se fait pas en 2 jours.
Mais sur une mandature, on arrive à retransformer un quartier. Quand on veut mettre une nouvelle politique de santé, une nouvelle politique de sport, là nous avons dans notre équipe Christine Aron, championne du monde d'athlétisme, on a un projet pour travailler sur ces questions d'athlétisme, on va changer les choses dans ce domaine-là. Donc c'est ça, c'est le quotidien, comment on le change, comment on le transforme, c'est ça qui est notre premier moteur et l'envie qu'on a d'avancer dans cette direction. D'accord. Et comment pensez-vous réduire les différentes formes de discrimination au sein des établissements scolaires? Alors ça, c'est pas de la compétence du maire, c'est de la compétence de l'éducation nationale pour effectivement, dans le cadre des écoles, que ce soit au niveau des écoles maternelles, enfin maternelles on a rarement ce cas-là, mais c'est plutôt en primaire, surtout au collège et encore plus au lycée, plus on grandit, bien souvent plus on constate ce genre de choses. Il y a plusieurs possibilités, mais ça reste quand même très encadré par l'éducation nationale. Alors on le fait nous avec les lycées au niveau de la région, avec des actions notamment avec des jeunes qui sont prêts à s'engager et toute une opération de communication. Moi je pense qu'il y a plusieurs sujets en fait dans votre question. Il y a celui des discriminations dont on parle assez fréquemment, discrimination raciale, discrimination de sexisme aussi, qui sont une vraie discrimination dont enfin on parle et qui existe depuis de nombreuses années. Comment on arrive à faire en sorte que tout le monde se considère à juste niveau. Et puis, il y a aussi un regard à changer. Vous voyez, sur la question du handicap, bien souvent, il y a le handicap, et on considère qu'un enfant qui est en situation de handicap n'est pas comme les autres. Alors, depuis une loi qui s'appelle la loi Monchamp, on essaye de faire en sorte que les enfants puissent être intégrés dans une politique, comme on dit, inclusive au sein des écoles, mais malgré tout, le regard a un peu de mal à changer. On a 8 associations qui travaillent dans le domaine du handicap à Champigny. On pourrait faire des passerelles, avoir des enfants en situation de handicap qui vont dans l'école, mais on n'a jamais pensé à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des centres d'enfants qui sont en situation de handicap à Champigny. On n'a jamais emmené des enfants aller visiter un établissement comme ça. Ça changerait totalement leur regard. Et là, la discrimination, ce qui fait elle tombe d'elle-même. Ce qui fait la différence, comment on arrive à lutter contre les discriminations, c'est en aidant les gens à se rencontrer, à mieux se comprendre. Une des premières discriminations, c'est la stupidité. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une différence, et donc on joue sur cette discrimination par le biais de la différence. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument changer avec des formes de rencontres. Nous, on propose par exemple de faire un grand festival autour des cultures et des musiques du monde, de telle manière à ce que tout le monde se retrouve autour d'un repas, avec les différentes spécialités des différents pays, des différentes origines de notre ville et des différentes musiques de ces pays. Et si les gens se rencontrent, à ce moment-là, le lien il se fait plus facilement et la discrimination elle tombe d'elle-même. C'est dans ce sens-là, à mon sens, qu'il faut aller. Et puis après, il y a tout le travail de pédagogie, bien évidemment, qui doit être fait. Mais là, ça relève quand même beaucoup des enseignants, avec le soutien éventuel d'associations. Et là, effectivement, on peut, nous, intervenir au niveau d'une ville pour aider à ce que des associations puissent faire ce travail-là aussi. C'est une réponse qui s'entend, qui se tient. Et maintenant, je vais aller vers une autre. C'est pas un secret que la situation climatique, elle est beaucoup plus grave aujourd'hui, plus grave qu'elle ne l'a été en plusieurs années. Et vis-à-vis de ces problématiques du coup qui sont socio-écologiques, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter pour contrebalancer cette situation qui est assez grave et qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer? Alors moi je dirais qu'elle n'est pas grave, elle est catastrophique. On est dans une situation qui est vraiment particulièrement préoccupante. Il y a le phénomène de réchauffement climatique qui pose quand même des difficultés. Alors en France on le ressent un peu l'été, mais dans un certain nombre de pays, moi j'ai eu la chance parce que j'ai pas mal voyagé, en particulier quand j'étais étudiant ou jeune actif, pour des raisons professionnelles ou des raisons touristiques. Et dans une cinquantaine de pays, et j'ai déjà vu ce phénomène-là se produire dans un certain nombre de pays où ça pose de grosses difficultés. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays où on en est à se dire que la population risque d'être réduite de moitié à cause de ce réchauffement climatique. Donc c'est une véritable catastrophe, c'est plus qu'une urgence. Et tous les politiques doivent se saisir du sujet. Alors, bien évidemment, la question, elle est pas au niveau d'une ville. Il y a des politiques, on va en parler, mais elle est avant tout au niveau global.
il faut absolument qu'on ait des systèmes un peu plus contraignants pour faire en sorte que la planète soit un peu mieux protégée et qu'on arrive à sortir de ces schémas de production. Alors, ça commence à se faire. On voit tout ce qui existe en matière de zéro déchet, notamment, y compris dans des pays de grande consommation, comme les États-Unis. Les pays qui avancent le plus sur ce sujet actuellement sont souvent d'ailleurs des territoires américains, alors qu'en réalité, c'est eux qui produisent beaucoup. Donc il y a certaines contradictions, mais il y a des opérations qui se font et qui vont plutôt dans le bon sens. Là où il faut qu'on avance, c'est au niveau municipal, c'est aussi d'être en capacité de dire, par exemple, on va avoir un peu plus d'espace vert, on va mieux irriguer nos sols, parce que ça aussi, ça pose des difficultés. On l'a vu, alors un peu moins en Île-de-France, mais regardez dans le sud les effets que ça peut avoir. Donc comment on retravaille tout cela? Comment on fait vivre de la biodiversité, par exemple? Ça, on peut le faire au niveau d'une commune. Refaire venir des espèces qui n'existent pas, aussi bien des espèces végétales ou animales. Nous, on a prévu, par exemple, de faire quelque chose d'un peu nouveau, qui existe peu encore dans les communes, ça commence à se faire. C'est créer une délégation, non pas d'adjoint, mais un conseiller municipal délégué à la condition animale. Et donc, sur toutes les questions environnementales, de véritablement avoir une approche globale, avec y compris les animaux. Alors, vous avez pensez peut-être que les animaux, ça peut être que le chat ou le chien. Mais non, c'est bien plus large que ça. C'est les oiseaux qui sont liés à la biodiversité et à l'environnement. Si on arrive à refaire un cadre d'une biodiversité forte, et on a le potentiel pour le faire à Champigny, parce qu'on a des coteaux, parce qu'on a les bords de Marne, parce qu'on a le parc du Tremblay, qui est un parc interdépartemental, et qu'on a la capacité à encore enrichir notre biodiversité. Et donc, s'il y a une biodiversité, derrière, vous avez des animaux. Donc c'est tout un équilibre qu'on peut réussir à mener. Et puis après, il y a les sujets classiques des transports aussi. Faire en sorte de développer, bien évidemment, l'activité du vélo, l'activité du sport lié à la pratique du vélo, mais aussi pour faciliter les trajets au quotidien, faire en sorte qu'on ait un peu moins d'émissions de CO2 et qu'on ait un autre rapport à notre environnement. Et est-ce que vous avez des solutions afin de rendre les repas plus inclusifs? En fait, on pense que c'est une question qui est intéressante puisque justement on parle des différents processus pour justement réduire l'émission d'effet de serre, etc. Mais on pense aussi que ça passe aussi dans l'alimentation et notamment aussi l'inclusion de différents types de nourriture pour les personnes qui ne veulent pas manger de viande, etc., qui veulent quand même une diversité de repas. Donc je pense que c'est aussi une question essentielle. Alors on aura des propositions qui sont déjà établies dans le programme sur ces sujets-là. Effectivement, la proposition d'un menu végétarien qui n'existe pas aujourd'hui ou qui est fait de façon très ponctuelle dans les restaurants des écoles. Alors quand on parle des écoles, c'est uniquement au niveau de la ville, des écoles maternelles et primaires. On ne parle pas des collèges ou des lycées qui dépendent du département ou de la région. Mais effectivement, faire la promotion d'un repas végétarien, d'un menu végétarien, et aussi de retravailler sur ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire faire une promotion aussi au sein des établissements de produits qui viennent essentiellement de l'Île-de-France ou à proximité de l'Île-de-France, et pas faire venir des produits qui viennent du bout du monde et qui, bien évidemment, vont détériorer l'environnement. Et l'autre aspect qu'on peut aussi retravailler sur ces questions de repas, de qualité alimentaire, c'est retravailler le mode de fonctionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un système industriel à Champigny. C'est-à-dire que les repas sont produits dans une usine et ensuite ils sont mis dans des barquettes et après c'est réchauffé au sein des écoles. Avec, bien évidemment, beaucoup d'aluminium, beaucoup de plastique. Donc il y a à retravailler tout ça. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant, à Champigny, à l'époque, on préparait les repas au sein des écoles. Il y avait des cuisinières qui faisaient l'alimentation, qui épluchaient les carottes, et on mangeait des produits frais. Aujourd'hui, on est quand même sur du produit industriel, ce qui ne va pas vraiment dans le sens du temps. Donc il y a certainement à retravailler l'organisation au sein des écoles pour pouvoir revenir progressivement, parce que c'est des changements d'organisation extrêmement importants, d'autant qu'aujourd'hui, grosso modo, 70% à 80% des enfants déjeunent à la cantine, parce que les parents travaillent. Donc
on sert quand même près de 8000 repas par jour. C'est pas rien. Donc c'est une sacrée organisation, une sacrée logistique. Et donc repenser l'organisation, c'est pas si simple. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose vers lequel je souhaiterais aller, effectivement, avec des produits issus de l'agriculture raisonnée, des produits issus du bio, des circuits courts, et revoir le mode de production. Parce qu'on ne peut pas continuer avec de la nourriture purement industrielle. La dernière fois, on avait des lasagnes avec des moisissures, parce que la chaîne n'avait pas été respectée, parce qu'on est dans des normes d'hygiène qui sont strictes, qu'il faut respecter. Mais quand on est sur du produit industriel, voilà, ça peut arriver qu'on ait quelques dérives comme ça. Il nous reste 2 questions pour vous. Il y en a une qui s'éloigne assez de ce qu'on vient de se dire, mais que je pense qui est assez importante, puisque vous êtes candidat pour justement devenir maire, et vous êtes, comme vous dites, un Campinois né, etc. Et j'aimerais savoir, du coup, selon vous, quelle est la définition d'un bon citoyen, si on peut s'exprimer comme ça? Un bon citoyen, ce serait déjà quelqu'un qui vient voter. J'entends bien. Voilà, ce serait déjà peut-être un bon élément, un bon critère pour définir ce qu'est un bon citoyen. Et c'est une vraie question. Et moi, je trouve que votre initiative est très bonne, justement, pour inciter des jeunes à venir voter. Parce qu'il faut savoir que la dernière élection municipale, qui concerne quand même notre quotidien, on ne parle pas des problèmes de l'Europe ou des problèmes de la réforme des retraites, même si tout cela sont des vrais sujets extrêmement importants pour nous. Mais là, on parle de choses du quotidien de chacun. Il n'y a qu'un Campinois sur 2, un peu plus d'un Campinois sur 2, qui s'est déplacé pour aller voter. Et donc, ça nous pose des vraies difficultés. Et pour moi qui ai souvent présidé des bureaux de vote, j'observe les gens qui viennent voter. Et je m'aperçois que souvent, les gens qui viennent voter, ils ont plutôt au-delà des 35-40 ans. Et que des jeunes, on n'en voit pas beaucoup. Et donc, faire en sorte que des jeunes puissent venir au maximum voter, participer à la vie de la cité, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Donc déjà, première chose, venir voter. Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis après, il n'y a pas de bon ou de mauvais citoyen. Chacun fait comme il l'entend. C'est aussi aux politiques de donner l'envie. Et puis après, de donner aussi des espaces pour qu'une démocratie participative existe. Nous, on a fait le choix dans notre programme de demander un label en fonction des critères qui était celui d'un mouvement qui travaille sur la démocratie participative. On a obtenu ce label, cette semaine d'ailleurs, parce qu'on a une démarche justement de co-construction avec les habitants tout au long de la mandature. Pas simplement au moment de l'élection, ce qu'on a pu faire sur notre projet du centre-ville, ou ce que j'ai pu commencer à mettre en œuvre sur le quartier du Bois-l'Abbé pour la rénovation urbaine. Non, là c'est un engagement avec des échéances très précises, tous les 2 ans, de suivi de comment on travaille. Et c'est pour ça qu'on a été labellisé territoire engagé pour la démocratie participative. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que des citoyens s'intéressent un peu plus à la chose publique et peut-être deviennent un peu plus engagés, au fond, dans ce qui se passe dans leur ville. Vous parlez de démocratie participative, mais pour vous, qu'est-ce que la démocratie en 2020 ? Alors, la démocratie en 2020, je ne sais pas si elle est très différente de 2019 ou de 2018. La démocratie, d'une façon générale, ce qu'il faut, c'est avoir en permanence ce lien entre ceux qui ont choisi de s'engager pour devenir élus et ceux qui confient le mandat à ceux qui ont décidé de s'engager. C'est comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait toujours ce lien. Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas comme un homme politique. Mon travail premier, c'est pas de faire de la politique. Mon travail premier, c'est d'être cadre dans une entreprise. Mais je consacre du temps, le soir, le week-end, à rencontrer les habitants de ma ville pour voir quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour améliorer les choses. Et c'est ce rapport-là qu'on doit en permanence cultiver, et c'est ça qui fait la démocratie. C'est simplement le peuple qui décide de donner un mandat pour une durée définie. Pour être maire, c'est 6 ans. Et on dit, voilà, on vous confie la responsabilité parce que vous avez un projet qui nous intéresse. Ça ne veut pas dire que pour autant, pendant 6 ans, on a tous les pouvoirs. Et c'est ça l'intérêt de la démocratie participative, c'est de pouvoir en permanence co-construire avec les habitants et pouvoir bouger les choses. On a une idée, on avance dans cette direction, mais on peut faire des évolutions en fonction de ce que demandent les gens. Parce que les demandes des gens évoluent et parce que la société évolue. La société aujourd'hui, elle évolue à une vitesse phénoménale à travers les nouvelles technologies, à travers les échanges.
Il y a encore 20 ans, il y avait 10 fois moins d'échanges. Alors, ce qui peut parfois nous poser le problème. On voit le problème avec le virus chinois en ce moment, qui nous pose une difficulté parce que les gens voyagent plus. Mais c'est aussi une richesse formidable de voyager. C'est la possibilité de rencontrer d'autres cultures, de découvrir de nouveaux horizons. Et tout ça, ça suppose pour nous de travailler ensemble et de pouvoir évoluer en fonction de cette société. La société, elle n'est pas figée. Quand j'entends certaines réponses aujourd'hui de certains acteurs, en particulier à l'Amérique, qui sont sur des schémas qui datent des années 70 ou des années 80, je me dis qu'on est quand même très décalé de la situation que l'on vit et que vivent notamment les jeunes qui vivent dans les quartiers, quels que soient les quartiers. Parce que tout à l'heure, vous me disiez, le Maroc, c'est pas tout à fait pareil, il y a des quartiers privilégiés, moins. Non, il y a des quartiers, il y a des gens qui ont les mêmes difficultés dans le quartier du Maroc ou le quartier du Plan ou le quartier du Tremblay que certains jeunes qui sont aussi dans le quartier du Bois-l'Abbé. Il y a aussi cette réalité-là. Donc, il faut absolument qu'on arrive, et ça c'est le rôle du maire aussi, avec son équipe, de faire en permanence un lien à travers des organismes qui existent aujourd'hui, qui ne fonctionnent plus d'ailleurs, comme les conseils de quartier, et faire en sorte que des jeunes puissent avoir un rôle véritable. J'ai parlé du conseil municipal des jeunes, mais rien n'empêche d'avoir aussi des jeunes qui soient référents sur des sujets et puissent proposer des choses, qui peut être repris ensuite à travers le conseil municipal des jeunes notamment, mais pas seulement, qui peut être repris ensuite par le conseil municipal. Et donc ça fait l'objet d'une décision et ça transforme la vie de ces quartiers, y compris pour des dispositifs qui concernent que les jeunes. Moi je l'ai proposé effectivement pour les jeunes, mais aussi pour les seniors, parce qu'on n'a pas toujours la même approche quand on est à la retraite que quand on est actif, et donc trouver les bonnes solutions. Au fond, la démocratie, c'est créer des espaces nouveaux de dialogue. C'est ça qui manque peut-être un peu aujourd'hui. Juste avant de terminer, je tenais à préciser que lorsqu'on avait parlé de la comparaison, c'était pas entre quartiers. C'était la comparaison justement d'un quartier à par exemple un côté pavillonnaire. C'était justement pas les mêmes vécus, pas les mêmes expériences, mais loin de nous l'idée de comparer la difficulté de chacun des quartiers. Et justement là maintenant, je trouvais que c'était important de vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, parce que c'était une initiative qui nous tenait à cœur et c'est des questions qui nous intéressent. Et avant de terminer, on aimerait vous lire une citation qu'on avait trouvée et qu'on pensait importante, et vous êtes libre de réagir si cela vous chante. Alors, le monde ne sera guère attentif à nos paroles, il ne s'en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes firent. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. Abraham Lincoln. Je trouve que c'est une belle citation parce que, au fond, on est tous à un moment ou à un autre, on s'engage, mais pour un temps et pour les autres. On ne s'engage pas pour soi, on s'engage pour les autres et on s'engage pour l'avenir. Moi, je me souviens quand j'ai eu un premier mandat, entre guillemets, qui n'était pas un mandat, j'étais représentant des parents d'élèves. J'ai beaucoup bataillé avec la municipalité actuelle pour qu'on nous change les fenêtres parce qu'elles étaient dans un mauvais état. Je savais que mes enfants ne seraient plus dans l'école quand les fenêtres seraient changées. Mais j'ai bataillé parce que ça me paraissait important. Donc j'ai fait pour les autres, ceux qui venaient après. Ben, c'est ça la politique. Quand je vous disais qu'il fallait un maire visionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres, pour l'intérêt des autres et dans le temps. C'est pas simplement sur l'instant. Et c'est peut-être ce qui a fait du mal aujourd'hui à la politique, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui se préoccupent que de ce qui se passe dans l'instant et qui ont une vue qu'au niveau d'un mandat pour être réélus. Et ils ne donnent pas la profondeur à leur action. Et c'est peut-être que ce que Lincoln, lui, avait bien compris, c'est qu'il fallait donner de la profondeur à l'action. Merci encore du temps que vous nous avez accordé. Merci à vous.